Monsieur Lamine Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau exécutif et secrétaire fédéral de l'UFDG Allemagne. Bienvenue sur Guinée Information. L'UFDG vient de perdre les élections du 11 octobre 2015. Quelles sont vos impressions sur cette élection? Bon, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur Guinée Information. En fait, les élections ont été perdues déjà depuis 2011. Car UFDG, dans sa stratégie, c'est-à-dire la direction actuelle de l'UFDG pilotée par la CELU, a suivi la stratégie de M. Alpha Condé. UFDG et la CELU, sous la direction de la CELU du moins, n'a fait que subir et s'est mise à la défensive par rapport à la stratégie de Alpha Condé. Donc, 5 ans, tout le monde a vu les actes posés par le régime de Alpha Condé. UFDG n'est jamais arrivé à aucun moment à redresser ou bien à s'opposer par rapport à tous les actes posés, que ce soit le fichier électoral, que ce soit d'abord les militants de l'UFDG. Dans l'affaire du 19 juillet, tout le monde savait, M. Bahouri et tous ceux qui ont été impliqués dans ça, moi je parle, parce que les gens parlent de Bahouri. Mais le vrai problème, le vrai coup dur, c'est par rapport aux jeunes de l'Axe qu'il fallait démanteler. Et Baba Alimou, Thierno Sadou étaient des acteurs clés. Si vous entendez le 28 septembre, si vous entendez les grandes mobilisations, ce sont ces jeunes-là qui étaient les leaders de l'Axe. Et tout ça là, c'est resté. UFDG n'a rien fait. Disons, la direction de l'UFDG n'a rien fait. Alors, c'est venu le fichier. Et toutes les informations que la presse avait, et la CELU et son cabinet avaient toutes ces informations avant, averti, informé à l'avance, c'est que Alpha Condé voulait faire le départ de Nounseni, la venue de Bakary Fofana. Tout était connu. Bakary, qui a été ministre, il ne devrait pas normalement, selon la loi, être président de la CENI. Selon je crois qu'il y a une loi au niveau de la société civile. Il ne devrait pas être candidat pour la société civile. Mais la CENI, ils ont laissé tout ça à venir. Donc, quand les gens disent qu'on a perdu les élections... Et comment UFDG peut passer de 44% à 31%? Qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est par manque de stratégie, par manque de vision du leadership de l'UFDG, incarné par la CENI. Et la CENI a passé 5 ans, de 2011 disons, à 2015, à étouffer le parti, à empêcher toute initiative au sein du parti. La contradiction n'existe pas, le débat n'existe pas au sein de l'UFDG. Toute la stratégie de la CENI, c'était d'anéantir Bahouri et son courant. Bien que c'est ce qui était sa force. La force de Selou, ce qu'il n'a pas su, c'était Bahouri. L'ombre de Bahouri qui le protégeait. Je peux vous rappeler, pour que les Guinéens de l'Extérieur votent, en 2009, Alpha Condé, Sidi Touré, et tous qui se sont retrouvés à l'hôtel de l'indépendance. Ils ne voulaient pas parce que pour eux, quand on dit Guinéens de l'extérieur, c'était les militants de l'UFDG. Alors il fallait, vaille que vaille, coûte que coûte, éviter que ces gens-là ne soient recensés massivement. Il y a eu la discussion, ils ne voulaient pas, et Bahouri, c'est lui qui négociait, il est parti, il dit non, ça passe ou ça casse, ils vont voter. Ils vont être recensés, ils vont voter. Et ça a crié, on a mis sur les médias, et Bahouri a dit non, c'est un point, on ne revient pas là-dessus. Et c'est grâce à lui que les gens de l'extérieur ont voté.
Mais malheureusement, au niveau du recensement, dès qu'il est parti, il n'y a pas eu de suivi. L'UFDG est parti dans ces élections, c'était pour perdre. Tout le monde il ne fallait pas aller aux élections alors? Il ne fallait pas aller aux élections. Que fallait-il faire? Il fallait, depuis le 23 mars 2015, ils se sont retrouvés à Paris, les leaders. Et la Cellou Dalein, Sidi Touré, Lansana Kouyaté, avec Baouri. Ils ont fait une déclaration qui a été saluée par tout le monde. Et même ils disent que le régime d'Alpha Condé est illégitime. Alors, il fallait rester et respecter cette déclaration. Et aller dans le sens, comme au Burkina Faso, c'est-à-dire un mouvement, une révolution populaire, un mouvement de masse, parce que les gens, ce que les gens oublient, aujourd'hui tout le monde en a marre de ce système. Mais l'opposition, elle fait une première marche qui a réussi pour étouffer les gens. Le lendemain, ils convoquent encore une marche, sachant bien que les gens n'allaient pas sortir. C'était pour dire une manière de dire, bon, vous voyez, ah, on a fait, les gens ne veulent pas. Mais on ne peut pas, parce que ce n'était pas préparé, ce n'était pas prévu. Donc, pour nous, il ne faut pas aller aux élections, vu toutes ces violations, vu le fichier électoral, vu le travail de la CENI, vu la position de l'administration, oui, avec ces délégations spéciales, pour nous, il fallait que l'opposition se remette en cause, car nous étions convaincus, et nous sommes convaincus jusqu'à aujourd'hui, on ne pourra gagner Alpha par les yeux. Jamais gagner Alpha par les yeux. Ça, il faut le reconnaître. Donc l'UFDG est condamné à jouer le second rôle en Guinée, c'est ça? Même le second rôle, c'est beaucoup dit. À la longue, l'UFDG va être la troisième force politique si ça continue comme ça. Après cette défaite, on a observé une dissension au plus haut sommet de l'UFDG. Et le président, dans un premier temps, a demandé aux militants de s'apprêter pour des manifestations au cas où. Et le vice-président, M. Baouri, a demandé aux gens de ne pas sortir. Quelles sont vos impressions, en tout cas, quelles sont vos analyses sur cette dissension? Bon, moi je crois que M. Baouri a bien fait de sauver la vie des Guinéens, des jeunes gens, parce que en demandant aux jeunes de sortir, qu'est-ce qui était derrière? Il n'y avait aucune stratégie, sinon que faire sortir les gens. Il y avait même des leaders qui disaient, ah, s'il va sortir 2 millions de personnes comme le jeudi, le jour de son retour. Donc, ils vont massacrer et maintenant on va aller négocier pour être dans le gouvernement. Voici toute la stratégie qui était derrière. C'était pour avoir une marge de manœuvre pour pouvoir négocier avec le régime de Alpha Condé pour être dans son gouvernement, dans son futur gouvernement de transition. Ils avaient déjà la liste. Ah bon, cette direction était prête? Oui. Et la Cellou n'allait pas partir en tant que la Cellou, mais il avait déjà ses hommes, une liste finie, préparée. Ah, qui allait intégrer le gouvernement? Qui allait intégrer le gouvernement d'Union parce qu'il voulait faire comme le syndrome Kenya. Dire, bon, voilà, on s'est battu, bon, ils ont tué 10 personnes, maintenant, bon, il faut qu'on négocie. Et il fallait quand même stopper parce qu'il n'y avait aucune stratégie, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Combien de militants de l'UFDG sont morts de 2011 jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a été fait? Combien sont en prison? Combien sont handicapés à vie? Donc on s'est dit non, il faut arrêter ça. C'est soit on a une stratégie claire, définie et acceptée par tout le monde. Donc on se met dans la lutte, la vraie lutte, contre le régime d'Alpha Condé. Mais dans le cas échéant, nous ne sommes pas prêts à sacrifier, à continuer à sacrifier la vie de nos militants. Ok, là après l'élection, on a vu que les fédérations de l'UFDG de l'extérieur ont signé une déclaration de soutien au président Cédric Diallo, président du parti. Mais la fédération d'Allemagne, dont vous êtes le secrétaire fédéral, s'est opposée en disant que ne pas cautionner une telle mamaya. Pourquoi vous parlez de mamaya? Le soutien là, c'est une mamaya? C'est une vraie mamaya. Et c'est une manipulation de l'opinion.
l'organisation, toutes les fédérations de l'UFDG de l'extérieur n'existent pas. Ils ont fait une conférence. Entre eux, il y a le fédéral, le soi-disant fédéral, parce qu'il n'est même pas... en fait, bon, je reviendrai là-dessus parce qu'il a phagocyté le système et la cellule a phagocyté l'UFDG. Ils ont renversé la pyramide au sein de l'UFDG. C'est des jeunes gens, parents directs, d'autres c'est des neveux, d'autres c'est des cousins, d'autres c'est des frères, d'autres c'est des amis, et la cellule qui appelle, ils se retrouvent en call conférence, ils écrivent une déclaration de soutien indéfectible à la CENI. Même la CENI n'avait pas fini de comptabiliser les résultats. Un parti responsable, des fédérations responsables, qui sont mandatés, des secrétaires fédéraux qui sont mandatés par leurs militants, est-ce qu'ils peuvent, après une semaine, moins d'une semaine des élections, qu'ils écrivent une telle déclaration? S'il vous plaît. Nous vivons ici en Europe. Nous savons, après une telle défaite, il faut quand même qu'il y ait une concertation à la base. Moi, la mienne, je ne peux pas prendre une déclaration sans que je ne me concerte avec mes militants de l'UFDG, qui sont mobilisés massivement en Allemagne pour aller voter. Donc ce n'est pas les fédérations qui sont... Non, pas du tout. Moi, personnellement, je n'ai pas été associé ni appelé. Et je sais que beaucoup des militants de ces dites fédérations n'ont pas été informés. J'ai appelé, lorsque j'ai vu la déclaration, j'ai écrit, j'ai dit, mais pourquoi vous écrivez les fédérations, nous ne sommes pas informés? Après, il y a le secrétaire fédéral de l'Angleterre, Abraham, qui me dit, ouais, il reconnaît que je n'étais pas là-bas, j'ai le droit de me fâcher, mais il y avait un de nos représentants. J'ai dit, ah bon? Donc c'est vous qui choisissez maintenant nos représentants? Et c'était qui? Ah, il y a un jeune qui s'appelle, bon, ce n'est même pas la peine de donner son nom. Il y avait un jeune qui sont en train de manipuler en Allemagne. Alors, qui prend des déclarations, ou bien qui fait des déclarations au nom de la fédération, parce que tout simplement, il est directement lié à la cellule. Et c'est tout le bureau fédéral. Est-ce qu'il existe une coordination de ces fédérations? Parce que c'est au nom d'une coordination de ces fédérations. Bon, c'est bien de poser la question. Cette idée de coordination des fédérations de l'UFDG de l'Europe vient de moi. Ça, c'était en 2009. J'étais là avec Ablaï Bailo, qui était le fédéral de la France, moi le fédéral de l'Allemagne. Je lui ai proposé qu'on essaye de créer une sorte de coordination des fédérations, parce que ça nous donne plus de poids face à la direction nationale. Tout ce qui venait là, je dis, c'est des nouveaux fédéraux qui sont jeunes, ils ne connaissent pas. Je dis, toi et moi, nous connaissons très bien. Et il y avait un troisième, Siraj Diallo, qui était le secrétaire fédéral de Benelux, qui a démissionné même du parti, tout récemment. Alors, lors du congrès de 2009, j'étais le délégué. On est parti avec une plateforme revendicative pour dire qu'il faut qu'on crée des coordinations sous-régionales pour qu'on soit plus efficace. J'ai défendu le dossier au niveau du congrès, il a été accepté. Mais, à notre fort étonnement, dès après le 19 juillet 2011, et après la mort du secrétaire de ce congrès, Feu Yaya Keita, M. Dian Diallo a récupéré le secrétariat. Ils ont falsifié c'est-à-dire, comment pourrais-je le dire, toutes les résolutions du congrès de 2009. C'est pour ça que si vous remarquez, bien qu'était écrit que Baouri était le premier vice-président, c'est moi-même qui ai défendu ça lors du congrès de 2009. J'avais dit on ne peut pas avoir un président et ne pas avoir son second. Il dit c'est quoi ça? Et ça a été accepté par tout le monde, mais ils ont enlevé après ce point. Après la mort
de Yaya Keita, ils ont falsifié complètement les statuts. C'est pour ça que je me suis insurgé contre. J'ai attaqué personnellement Yann, je lui ai dit, ce que vous faites, c'est pas normal. Vous avez falsifié les statuts. Après, il dit non, moi les statuts c'est comme ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc, c'est pour revenir à la question de coordination. Donc, il n'y avait pas, ils ont refusé. Alors, pour Ella Selou, ou bien cette direction dirigée par Ella Selou, tant que ça les arrange, pour faire la mamaya, pour avoir de l'argent envoyé au pays, il y a une coordination. Mais s'il s'agit de discuter les problèmes concernant le parti, ça n'existe pas. 2015, lors du congrès, ces fédérations aussi ont fait une résolution pour qu'on accepte de reconnaître statutairement cette coordination. Mais ils ont encore refusé, ils disent non, ce n'est pas la peine. Donc il n'y a pas de coordination. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit à Hadiatou, la secrétaire fédérale de la France, on a échangé des mails. Elle m'a dit, bon, voilà, ouais, la coordination se retrouve. J'ai dit, bon, écoute, la coordination n'est pas statutaire. Tu n'as aucun droit à écrire au nom d'une autre fédération. Elle n'existe pas dans nos statuts. Donc ce document qui a été publié annule le non-avenant. Oui, c'est du faux et l'usage de faux. Les gens s'appellent, on a une plateforme Viber, on a une plateforme mailing entre les fédéraux de l'Europe, on échange. Mais à partir du moment où le Congrès a refusé qu'il y ait une coordination des fédérations de l'Europe, mais ça va de soi qu'on ne peut pas, aucune autre fédération ne peut parler au nom d'une coordination parce qu'elle n'existe pas. À la tête du parti, il y a un problème. Au niveau des fédérations, les communiqués sont contradictoires. On se demande, est-ce qu'aujourd'hui, l'UFDG ne se dirige pas droit vers une scission? Non, je dirais non et non. L'UFDG a une histoire, une très longue histoire. Bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'UFDG n'a existé qu'en 2007. L'UFDG vient de loin. J'ai mené ce débat-là à l'interne. J'ai dit l'UFDG, c'est le plus vieux parti de la Guinée. Dans la clandestinité, en 87, l'UFDG existait. Moi, je distribuais des tracts de l'UFDG. Tout le monde le sait. Donc, il y a des hauts et des bas. Il y a des courants, c'est tout à fait normal. Mais comment vous allez sortir de cette crise? Non, aujourd'hui, après 3 défaites, 2011, on a refusé d'analyser la perte de 2011, bien que tout le monde savait qu'on avait gagné dans les îles, on a perdu. C'est par rapport au leadership. Toutes les élections qu'on a perdues, ce n'est pas par manque de mobilisation à la base, mais c'est par manque de vision et de personnalité du leader, même de l'UFDG. Il faut qu'on le dise. L'UFDG est en manque de leadership. Mais vous l'avez réélu à un congrès pour 5 ans encore. Bon, et ça aussi, c'était personnellement, l'UFDG de l'Allemagne n'a pas participé au congrès. Parce que le congrès aussi n'a pas tenu compte des statuts, du règlement intérieur du parti qui disait qu'on devrait, un mois à l'avance, envoyer les documents du congrès qui devraient être débattus lors du congrès à tous les congressistes que nous, fédéraux, nous sommes. J'ai écrit des mails à plusieurs reprises pour leur dire envoyez-nous les documents pour qu'on sache qu'est-ce qui va être débattu, pour qu'on puisse en débattre au niveau de notre fédération et on envoie une délégation. Jusqu'à la dernière, ils n'ont jamais fait. C'est à la veille, ils ont envoyé pour dire bon, il y a ça, il y a ceci, cela. Nous on dit non, on ne participe pas à ça. On a écrit, on dit UFDG de l'Allemagne ne participe pas à une telle mascarade parce que nous voulions que ce soit un congrès de débat. Et projeter l'avenir de l'UFDG parce qu'il y avait trop de problèmes. On avait en face de nous une élection importante.
Donc on s'était dit, c'était une occasion lors de ce congrès. Moi je n'ai rien contre la personne de la CENI, mais que la CENI nous comprenne, cette mamaya-là, cette politique de mendicité, parce qu'aujourd'hui l'UFDG est devenu, c'est-à-dire un grand parti, c'est-à-dire comme disait Saliou Bella, que c'est un mouvement de masse. C'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes tout seul, tout le monde vous a abandonné. L'UFR vous a abandonné, tous les opposants, vous êtes seul aujourd'hui. Vous allez faire comment? Maintenant, c'est aux militants de l'UFDG, hommes et femmes, intérieurs et extérieurs, de s'asseoir sans passion et se poser la question pourquoi UFDG, au sein même de l'opposition, que M. Sidi Touré, qui a au maximum 10%, peut se dire que moi je vais être le candidat de l'opposition. Vous, ça vous dit quoi ça? Ça veut dire que l'UFDG qui a plus de... Parce que l'UFDG dans les conditions normales a plus de 50% de l'électorat guinéen. Vous imaginez, quelqu'un, un parti comme l'UFR, son leader dit non, c'est moi, parce qu'il estime qu'il incarne bien que l'UFDG. Il reconnaît la valeur de l'UFDG, des militants de l'UFDG, le combat que les militants de l'UFDG. Mais, et tous, ils reconnaissent que le leader de l'UFDG n'est pas à sa place. Et ce qui manque à l'UFDG, et tous leurs rêves, c'est d'avoir un parti structuré, avec des militants engagés, comme l'UFDG. Donc, c'est ce qui a amené M. Sidi Touré à dire, bon, moi, si j'ai des militants, si j'ai un parti organisé comme l'UFDG, aucun ne peut me battre. Ils ont raison. Donc, en fait, c'est ce qui amène tout le monde à envier les militants, l'organisation, le parti, mais le leadership est tout à fait... Quelqu'un me disait que tu peux avoir un troupeau de moutons, mais avoir un lion devant, il gagne, mais un troupeau de lions avec un mouton comme leader, ils vont perdre. Au UFDG, c'est ça. Il y a des lions à la base, mais la tête, c'est ce que je viens de dire là, c'est ça. C'est ce qui amène. Aujourd'hui, vous avez des responsables, pas seulement des militants, de Koundara qui sont emprisonnés à Bouquet. Oui. Vous avez des militants qui ont été assassinés à Banankoro. Oui. D'autres aussi qui ont perdu des biens en forêt. Oui. Comment vous allez faire aujourd'hui pour rassurer les populations guinéennes? L'UFDG n'est pas une menace pour les autres. L'UFDG, tout le monde sait que l'UFDG n'est pas une menace, mais aujourd'hui, si vous vous rappelez bien, à Kounda, le RPG vient s'attaquer à l'UFDG. On décapite tout le bureau fédéral de l'UFDG. 35 personnes, y compris le fédéral, arrêtés et déportés. Parce que moi j'appelle ça comme une déportation à Bokeh. Et le leader de l'UFDG continue de faire une campagne. Où est-ce que vous avez vu ça? À Banankoro, on vient saccager le siège, on vient tuer des gens, on les met dans une maison, on ferme, on met le feu. Mais quand même, un leader soucieux, un leader responsable, il devrait arrêter. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont vu que ça ne marche pas. C'était Amara ici, le premier, c'est venu Koulibaly, le deuxième. Avant-hier ou hier, c'était Konambani. Ils disent non, ils ne vont pas participer. Et nous, il y a eu tellement. C'est pas le poste de leadership, de chef de file d'opposition qui vous plaît, ou qu'est-ce qui se passe? Vous préférez ce poste ou la présidence? Bon, là aussi, c'était un piège tendu par Alpha Condé à l'opposition, surtout à la CENI. Normalement, dans la constitution guinéenne, ce poste-là, quand tu regardes, et c'est l'une des reproches aussi que nous faisons à ces leaders-là, et ça même la société civile guinéenne, parce que leader de l'opposition, chef de file de l'opposition,
c'est dans un système bipartite. Il n'y a que la mouvance et l'opposition. Mais chez nous, c'est le multipartisme. Depuis qu'on a commencé à murmurer qu'il y a l'amnistie pour les détenus politiques et les exilés, alors là, on commence à dire oui, Baour vient négocier avec Alpha Condé, Baour vient être ministre de Alpha Condé. C'est révoltant. C'est vraiment révoltant et c'est irresponsable. Le même parti qui devrait prendre ce problème bras le corps pour dire si Baour ne revient pas, si on ne libère pas nos militants, si on n'indemnise pas nos militants victimes de pillage, on n'ira pas aux élections, on ne participera pas. Et combien d'accords avec la communauté internationale, le cas Baouri, le cas des détenus politiques, le cas des morts, n'a jamais été un objet de discussion. Mais aujourd'hui, on se lève, on dit, bon, si Baouri revient, le parti va se diviser. Alors, pour vous que Baouri, ou bien tous les détenus qui croupissent en prison, qui restent là-bas pour seulement satisfaire une unité qui n'existe que dans la tête de certains, parce que l'unité de l'UFDG, c'est avant tout l'intérêt des militants de l'UFDG. C'est autour de ça que l'unité doit être construite. Et ce n'est pas autour d'une personne. Et c'est ce qui me fait mal. Imaginez-vous qu'en 2007, Baouri disait non, bon alors, et la CELU ne vient pas à l'UFDG. Les gens me disent, c'est lorsque CELU est venu que l'UFDG a connu une expansion et est devenu. Ils oublient le processus politique en Guinée. Alors, si cela est vrai, moi je dirais aux gens qui le disent, qui le croient, que la CELU a créé aujourd'hui un parti en 2015 pour se présenter en 2020. Comme il a pu le faire en 2007 pour gagner des élections en 2010, 3 ans. Donc, je les mets devant les responsabilités d'aller le faire. On va voir. Vous lancez un défi. Un défi. C'est révoltant. Je suis révolté quand je me suis battu pour ce parti depuis 1987, dans la clandestinité. L'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, depuis que j'étais à l'université. Et tous les acquis démocratiques, c'est à l'actif de l'UFDG. On parle de RPG, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Au niveau de l'université, nous nous connaissons. Au niveau de l'OGDAS, nous nous connaissons. La société civile, nous nous connaissons. On ne peut pas quand même dire que comme Baouri, ou bien comme les détenus, les exilés politiques, arbitrairement condamnés, doivent être amnistiés, alors ça crée un problème au niveau de l'unité. Vous vous imaginez combien de fois c'est cynique? Baouri retourne aujourd'hui en Guinée. Lamine retourne, Baba Alimou, Tcherno Sadou, Fatou Badiar, ainsi de suite. Il retourne aujourd'hui. C'est un enrichissement de l'UFDG. Ça renforce l'UFDG. Et pourquoi certains sont inquiets? Seraient inquiets plutôt. C'est ça mon problème. Vraiment, c'est ça mon problème. Parce que je n'arrive pas à trouver une explication. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez, que vous aurez pour les militants de l'UFDG qui sont très inquiets de cette cacophonie au plus haut niveau du parti? Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, que l'UFDG, l'unité de l'UFDG, ce n'est pas autour d'une personne, fut-elle Baouri, fut-elle Ella Selou ou une autre personne. L'UFDG, son unité, c'est par rapport à la conviction de ses militants, c'est par rapport au dévouement de ses militants, c'est par rapport au statut, c'est par rapport à l'engagement. Qu'il soit El Asseli, qu'il soit Baouri ou un autre, c'est des hommes, ils vont passer et le parti reste
et restera pour de bon. Nous nous sommes engagés en politique, c'est pour créer une institution démocratique qui est au-dessus des personnes. Qu'on me dise qu'on demande la libération des détenus politiques de l'UFDG, que cela entraîne une division. Vous vous imaginez? Ces gens, ils ont intérêt à se taire. Ils ont intérêt à se taire. Le procès du 19, il a pris 8 mois. J'ai écrit à l'interne. Aucun membre de la direction nationale n'est parti assister au procès. 8 mois de procès de ces militants. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ces jeunes gens et femmes, des femmes, coupées en prison au nom de l'UFDG, 5 ans. De Dixine, cela c'est nous, à Coronti, là où se trouve la prison, c'est à peine 9 km, je ne sais même pas si ça a été. Il n'est jamais passé là, jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens écrivent, oui, ils sont... on parle maintenant d'amnistie. Les gens sortent un peu partout pour dire, oui, Baour est égoïste, Baour veut un poste ministériel avec Alpha Condé. Mais je dis, c'est faux et archi faux. C'est une manipulation. Et aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui ont pris ce pays en otage. C'est les mêmes gens qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de l'UFDG. Il faut qu'on dépasse ces visions ethnocentriques, ces visions régionalistes. Il faut qu'on aille vers des vraies valeurs. Des hommes et des femmes qui aspirent à une Guinée unie et prospère. Et le débat au sein de l'UFDG, il est lancé et on ira jusqu'au bout. L'unité, si les gens estiment que nous, notre retour, la libération des militants de l'UFDG, l'indemnisation des militants de l'UFDG, cela peut entraîner une division du parti. Sincèrement, le parti là n'était pas bien assis. Donc, à mon avis, qu'ils aillent. Parce que c'est eux qui sont venus, c'est eux qui doivent partir. Merci. Merci à vous aussi. Merci, M. Jeanne.